Une fois n'est pas coutume, je me sens d'humeur festive cet hiver. Alors j'ai décidé de vous parler d'un jeu de Noël de la PlayStation. Mais si, l'intrigue de Parasite Eve démarre au réveillon. Du coup ça compte, non? Regardez, il y a même un sapin là. Et puis de l'horreur à Noël, c'est pas si étrange que ça. Bon, en vrai, c'est surtout l'occasion de parler d'un jeu culte que les Européens n'ont malheureusement pas connu à l'époque de sa sortie. Une œuvre datant d'une époque à laquelle Squaresoft expérimentait avec plein de genres différents. Jusqu'à ce qu'il soit refroidi par un échec cuisant la génération suivante, j'imagine. The Bouncer. Parasite Eve est effectivement bien un jeu de son temps en ce qui concerne ses visuels, et je ne dis pas ça pour dénigrer des graphismes très beaux pour la génération. Non, c'est le choix des décors en 3D précalculés figés qui ancre Parasite Eve en 98 aux côtés des 3 épisodes de Final Fantasy de la PlayStation. Non seulement cela permettait de présenter un cadre plus réaliste que ce que la 3D en temps réel aura alors permis, et ce avec un taux de rafraîchissement plus élevé, mais la contrainte des angles de caméra figés devient vite un avantage entre des mains adeptes de photos et de cinéma. Alors oui, les décors en 320 sur 240, ça a mal vieilli, surtout sur écran LCD. Mais les intentions des artistes sont toujours aussi claires et le résultat aussi efficace. En revanche, le titre ne profite jamais pleinement des angles pour créer des effets horrifiques, ni jumpscare, ni jeu d'ombre ici. On utilise juste la caméra pour installer une ambiance et immerger le joueur. Et ça marche selon moi bien mieux que ce qu'on aurait pu faire avec une caméra à la 3ème personne. Pour les persos, disons que certains modèles accusent leur âge. Regardez ce pauvre Maeda qui peut se payer que des chemises en plastique. Mais c'est plutôt l'exception, hein. Dans l'ensemble, on va dire que ça passe encore plutôt bien, tant qu'on regarde pas les visages de trop près. Oui, vous allez me dire qu'il fallait pas s'attendre à beaucoup mieux sur PlayStation, et vous allez citer FF8 en exemple, mais je sais pas, ceux de Parasite Eve me semblent particulièrement chantés, même pour l'époque. Mais ce sont surtout les animations qui ont pris un gros coup de vieux. Toujours rigides, parfois mal alignées, et Aya qui a l'air de faire du patin à glace sur une mare d'huile tellement elle en chie pour avancer. Par contre, félicitations au gars qui a dû passer une semaine entière sur cette patate phénoménale de Daniel. En vrai, je les aime ces animes, je leur trouve un charme fou, mais encore une fois j'étais là, je les ai vus passer les Taifu, les Kingpin et compagnie. Par contre, je peux pas prendre les ennemis en défaut. Ils ont tous des designs vraiment excellents, très inspirés et totalement uniques. On reconnaît les animaux rencontrés immédiatement, alors même qu'on est frappé par les effets fascinants que la mutation a eu sur leur corps. Idem pour leurs animations, qui sont remarquablement détaillées et impactantes. Certaines transformations sont même montrées via des cinématiques que je trouve toujours incroyables. Et là, même si la nostalgie joue forcément, je suis à peu près sûr qu'on n'a rien fait de tel depuis. Pour les autres cinématiques, elles sont de leur époque. Assez comparable à ce que proposait Resident Evil 2 un peu plus tôt, mais assez loin de ce qu'on allait voir dans Final Fantasy VIII quelques mois plus tard. Bon, c'est pas le même budget non plus. Les décors passent encore bien et la cinématographie a ses fulgurances, mais il y a le visage d'Aya qui fait très poupée, bien posé à l'orée de la vallée de l'étrange, et les animations sont assez limitées. Évidemment, ça c'est les soucis techniques de l'époque. Esthétiquement, ça reste impressionnant, et on sent une vraie vision artistique cohérente derrière tout le projet. Les musiques sont composées par la grande Yoko Shimomura, compositrice de nombreux RPG, dont le futur Kingdom Hearts. Inutile de préciser qu'on trouve ici des compositions très différentes de ce qu'elle peut proposer ailleurs. Les lignes mélodiques sont simples, souvent faites de suites de notes très courtes pour des morceaux plus rythmiques et assez neutres émotionnellement, loin des grandes envolées habituelles du genre. C'est pas l'angoisse ou la déprime pour autant, les musiques sont agréables et entraînantes, tout en collant à merveille au visuel et au gameplay. Et c'est d'ailleurs ça qu'elles réussissent le mieux. Parce qu'autant je les ai beaucoup aimées en jeu, et c'est bien là l'essentiel, autant j'irais probablement pas les écouter en dehors de ce contexte. Parce que les boucles de 5 secondes avec une variation au violon et une à la percu, bon, ça va 5 minutes. Et bien sûr, qui dit horreur, dit accompagnement de la musique par des sons ambiants. Les effets sonores sont en revanche totalement dans le ton de ce qu'on aurait attendu d'un Final Fantasy. C'est vrai pour les cris des monstres, les bruitages des menus et surtout ceux des capacités spéciales. Et là honnêtement, ça m'a un peu sorti du jeu au début.
Parasite Eve, c'est d'abord l'histoire de deux destins liés. Celui d'Aya Brie, policière et protagoniste du jeu, et celui de Melissa Pierce, chanteuse d'opéra et antagoniste principale. Deux femmes mutantes dont les pouvoirs vont s'éveiller au même moment. Et quand je dis mutantes, c'est plus ou moins dans le sens scientifique du terme. Pour la faire courte et sans spoiler, leurs facultés viennent d'une mutation de leur mitochondrie qui abandonne en quelque sorte leur rôle symbiotique au sein de la cellule pour en prendre le contrôle et s'émanciper. Ça, c'est ce que le jeu vous révèle dans la première heure de jeu, je vous laisse découvrir la suite. Pour l'impression que ça m'a fait, c'est celle d'un flashback dans les années 90 pour la façon dont l'évolution était vulgarisée à l'époque. On trouve dans Parasite Eve une vision naïve de celle-ci, dans laquelle un organisme subit entre seulement 2 générations, voire au sein d'une même génération, des mutations susceptibles de remettre en cause les principes de base de la biologie cellulaire. On trouve aussi l'idée d'une hiérarchie dans l'évolution et celle d'une chaîne linéaire de transformation violente. Des idées déjà débattues à l'époque et globalement rejetées aujourd'hui. Et c'est pas un problème, hein. Au contraire, je trouve ça génial de retomber sur ces idées telles qu'elles m'étaient présentées quand j'étais gamin, avec une bonne couche de fantastique et d'horreur par-dessus. Et puis Parasite Eve n'a jamais prétendu être un journal scientifique, et la bonne SF, c'est 20% de science au service de 80% de fiction. Donc peu importe que les mutations montrées soient délirantes, ce qui compte, c'est qu'elles sont super cool. Et cette histoire est avant tout celle des relations qu'Aya et Melissa vont entretenir avec leur nouvelle identité, et elle est franchement bien écrite pour un jeu de 98. Il y a bien quelques petites bizarreries dans les dialogues, mais elles pourraient être dues à la traduction. En dehors de ça, la caractérisation est franchement bonne. La façon dont Aya apprend à faire face à sa nouvelle réalité avec courage et dignité est touchante, sans jamais pour autant faire mentir le personnage sensible qu'on nous a présenté au début du jeu. Les persos secondaires sont des clichés ambulants, mais les stéréotypes sont bien maîtrisés, de Maeda, le scientifique japonais timide et renfermé, à Daniel, le flic de terrain un peu bourru et bien bourrin, les interactions entre les deux donnant souvent lieu à des scènes marrantes qui détendent un peu l'atmosphère. Alors bien sûr, profiter du scénario et des dialogues, ça suppose de comprendre l'anglais vu que le jeu n'a jamais eu de version française, y compris après sa ressortie sur le PlayStation Store entre 2010 et 2011. Sauf si vous savez affiner et que l'émulation ne vous fait pas peur. Parce qu'il existe une version traduite qui tourne depuis quelques années, et d'après ce que j'en ai vu, c'est du bon boulot. Je dis pas que c'est bien de pirater, mais si les ayants droit eux-mêmes ne distribuent pas leurs œuvres convenablement... La fusion de l'horreur et du jeu de rôle à la nippone peut sembler être une idée saugrenue, mais elle fonctionne étrangement bien dans Parasite Eve. Les décors précalculés font presque office de lien entre les deux genres, de Final Fantasy à Resident Evil. Par contre, pas de contrôle subjectif ici, Aya va tout simplement dans la direction qu'on lui donne. Mais certaines transitions d'écran peuvent sembler un poil étranges par moment. Aucun risque de se perdre pour autant, chaque scène présentant des éléments de décor uniques qui aident à se repérer et à explorer facilement. Les seuls freins à vos déplacements seront la lenteur pathétique d'Aya et les portes qui s'ouvrent uniquement en se frottant la gueule dans la planche. Les rares énigmes rencontrées sont extrêmement basiques et servent surtout l'intrigue et la mise en scène. Ah, et oui, il y a aussi le fameux coup de l'avion. Dans cette scène, Aya dit qu'elle doit se mettre à l'abri parce qu'un avion va s'écraser sur le toit où elle se trouve. Alors on cherche, on essaie de revenir en arrière mais la porte est fermée. On tente de passer par-dessus la petite faille dans le sol qui semble facilement franchissable, mais on est bloqué. Puis on voit une sortie en haut à gauche de l'écran, mais non, c'est pas ça non plus. Et là on crève. Puis on charge la sauvegarde pour se retaper entièrement la cinématique qui précède la scène. Et là, enfin, on trouve la sortie. Un monde charge qui est à la base totalement hors écran et qu'on ne découvre que si on décide d'aller là où on n'a rien à foutre. Bon, je râle comme ça, mais c'est le seul moment problématique de l'exploration. Il y a bien une autre scène avec une contrainte de temps plus tard, mais elle est beaucoup mieux faite. En vrai, le monde est vraiment bien construit, suit des règles intéressantes et il est rempli de petits détails satisfaisants, comme les questionnaires du musée qui vous récompensent quand vous répondez juste, ou plein de petits secrets pour les gens observateurs. Il faudra aussi être un bon gestionnaire avec l'inventaire, plus limité que dans un RPG typique et davantage réminiscent des vieux survival horror. Chaque espace compte et on doit parfois faire des choix même entre des objets de survie. On peut aussi déposer du matos dans chaque coffre dévalisé pour le récupérer plus tard, à condition de revenir sur d'anciennes zones. En vrai, on apprend vite à se passer de cette mécanique laborieuse. La plus grosse originalité de Parasite Eve vient de ses combats. Ceux-ci semblent au départ aléatoires, mais se déclenchent en fait à des endroits précis, contre des groupes prédéterminés, comme dans un Chrono Trigger. Ils se déroulent sur le même écran que l'exploration, ça me plaît.
Ça crée des transitions plus rapides et ça rend le monde plus crédible. Une fois au contact, on retrouve la jauge d'Active Time Battle qui permet d'agir quand elle se remplit pour attaquer, utiliser un item ou une capacité. La différence avec Final Fantasy, c'est qu'ici vous pouvez vous déplacer en temps réel pour esquiver des attaques ennemies, et il vaut parfois mieux patienter un peu avant d'agir pour pas se faire enchaîner. Même vos attaques de base demandent une certaine gestion de l'espace et du temps. Quand vous attaquez, la portée de votre arme est signalée par cette zone sphérique. Si l'ennemi est trop éloigné quand on tire, on fait des dégâts réduits ou on manque simplement le tir. Viennent s'ajouter à ça les propriétés uniques des différents types d'armes. Une carabine pourra frapper très loin une fois par tour, une mitrailleuse aspergera aléatoirement tous les ennemis à portée, un lance-grenade aura une attaque élémentaire, etc. Mais ça, c'est pour les propriétés de base des armes. Parce que le jeu vous donne des outils permettant de customiser vos armes et vos armures. Vous pouvez transférer des points de stats, des modes de tir ou toute autre propriété d'une arme à une autre en sacrifiant la première. Si vous faites ça bien, vous pouvez faire des chaînes de transfert démentes créant des armes monstrueuses totalement adaptées à votre style de jeu. J'ai adoré ce système qui en plus d'être profond et unique donne une liberté quasi infinie au joueur dans son interaction avec la progression. Les capacités par contre, c'est juste des magies très basiques, sauf qu'elles utilisent des points d'énergie qui se rechargent naturellement avec le temps. Il est du coup assez facile d'en abuser pour se soigner gratuitement à la fin de chaque combat. C'est peut-être la mécanique la plus superficielle et la moins bien pensée du jeu. Les niveaux sont aussi assez simples, mais avec un twist sympa. Chaque niveau passé vous donne des stats distribués de manière égale et linéaire, ainsi que des points bonus que vous pouvez attribuer à vos stats personnelles ou à celles de vos armes. Ma strat perso, c'était de mettre quasi tout dans la jauge d'ATB et quelques points dans les extensions d'inventaire. En fin de partie, avec lance-grenade ou carabine 3 coups, une nouvelle salve était dispo juste quand la précédente se terminait, et je pouvais me soigner quasiment à volonté. Mais une autre personne pourrait utiliser ces mêmes points pour créer le flingue ultime. Encore une fois, le joueur est responsable de son expérience de jeu, et c'est tellement satisfaisant. Pour compléter ce tableau quasi parfait, Parasite Eve nous offre des ennemis parmi les plus fun que j'ai jamais affrontés dans un JRPG. Chacun a des capacités propres et intéressantes qui exploitent à merveille les différents systèmes et chacun bouge de sa propre manière à travers l'arène. On a vraiment l'impression de combattre des adversaires ayant leur personnalité propre et pas de piétiner un énième sbire pour gratter 3 points d'XP. C'est particulièrement vrai des boss qui ont tous une mécanique propre, de ceux composés de plusieurs parties à détruire individuellement, à ce mille pattes se divisant en 4 bestioles pour sa deuxième phase. Non, vraiment, le seul vrai défaut de Parasite Eve, c'est sa durée de vie. À plus ou moins 11 heures, elle serait plus que correcte pour un jeu d'horreur, mais non, on est avant tout devant un JRPG, et là ça devient un peu décevant pour pas mal de monde. Moi je pense que c'est très bien parce que le jeu est extrêmement bien rythmé et que cette durée écourtée évite des lourdeurs dans la narration, mais d'un autre côté je dois admettre que certaines mécaniques auraient pu être poussées un peu plus loin. Il y a bien un New Game Plus permettant de refaire la boucle avec de nouveaux outils encore plus puissants, mais seule une petite partie des joueurs sera intéressée par cette proposition. Si on en revient à la question de départ, alors oui, Parasite Eve réussit admirablement bien la fusion du JRPG et de l'horreur dans sa présentation comme dans ses mécaniques. Je vais être franc, moi qui ne l'ai pas fait à l'époque, je m'attendais à une expérience de jeu assez lourde, assemblant maladroitement des éléments de deux genres difficilement compatibles. Mais parce qu'il a créé sa propre recette, Parasite Eve sort la tête haute de cette tentative ambitieuse, offrant quelque chose d'unique dans l'histoire du genre. Bien sûr, la basse résolution est très mal vieillie, surtout sur les images de fond précalculées. Malheureusement, Square n'a pas pris le soin de préserver les fichiers internes à l'origine de ses décors, alors il faudra se contenter de ces rendus pixelisés, même si un remaster finit par être annoncé. Il serait plus que temps. En attendant, moi je m'en vais donner une seconde chance à un jeu qui m'avait déçu à sa sortie. Alors d'ici là, passez de bonnes fêtes et amusez-vous bien.